Chapitre 3 de géographie, mers et océans, un monde maritimisé. Tu peux zoomer sur le titre de ce chapitre que tu prends en note en rouge. Une fois que c'est fait, passe ensuite à la diapositive suivante pour arriver sur la problématique. Tu la notes en rouge également. Problématique, pourquoi les mers et les océans jouent-ils un rôle central dans la mondialisation? Avant de passer à la diapositive suivante, quelques mots d'explication sur ce chapitre. Tu vas travailler sur le rôle joué par les mers et les océans, donc dans ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, il s'agit de la mise en réseau du monde. Aujourd'hui, tous les endroits du monde, en tout cas pour les plus importants, sont liés entre eux. Et on va voir que cette importance, justement, que j'évoquais, elle est très souvent liée à des activités économiques, à des activités commerciales. Les mers et les océans jouent forcément un rôle très important là-dedans. Tu le verras à partir de plusieurs choses. Tu le verras notamment à travers une étude de cas sur un produit mondialisé, qui est l'iPhone. Tu t'intéresseras aussi aux bateaux qui permettent ce transport de commerce sur les mers et les océans. Et puis tu verras qu'il y a aussi des lieux très importants, bien évidemment, dans la question justement de cette mondialisation. Ce sont les ports, et tu t'intéresseras plus spécifiquement au port de Rotterdam. Et puis tu verras dans une dernière partie du cours quels sont les enjeux autour des mers et des océans, notamment les enjeux en matière écologique, mais aussi en matière stratégique. Tu peux désormais changer de vignette pour arriver sur le grand 1. Tu peux changer de vignette pour zoomer sur le titre et le prendre en note. Grand 1. Les échanges de marchandises se font par voie maritime. Change de vignette pour arriver sur l'étude de cas, c'est le titre du grand A. Grand A, étude de cas, l'iPhone, un produit mondialisé. Tu as donc maintenant sous les yeux, en changeant de vignette, l'affiche numéro 1, qui s'intitule donc l'iPhone, un produit mondialisé. Tu as dessus deux documents, un texte d'abord, une infographie ensuite. Et quand tu changes de vignette, tu peux voir les différentes questions. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc lire les documents et répondre aux questions. Et lorsque tu reprendras le son, nous serons sur la correction, justement, de ces questions. Les réponses aux questions sont les suivantes. Première question, document 1. Où les produits Apple sont-ils assemblés? De quelle nationalité sont les propriétaires des usines? Les produits Apple, tu l'as vu, sont assemblés en Chine, dans des usines d'une entreprise qui s'appelle Foxconn. La nationalité des propriétaires de cette usine, c'est taïwanais. Le Taïwan, c'est un pays qui se trouve au sud de la Chine. C'est une île, d'ailleurs, que la Chine revendique, mais qui est indépendante depuis 1949. Deuxième question, document 1 toujours. Quelle création de valeur la Chine représente-t-elle dans un iPhone? Tu l'as vu, dans le document numéro 1, la Chine finalement représente le moins de valeur dans un iPhone, c'est 3,6%. C'est un produit made in China, mais effectivement, il n'y est uniquement fabriqué. Il n'y est pas conçu. Les différentes pièces n'y sont pas non plus fabriquées ou imaginées. Il est assemblé en Chine, ce qui explique finalement la faible création de valeur que l'iPhone représente au niveau de la Chine. Question numéro 3, document 1. Combien de pays différents interviennent dans la fabrication de l'iPhone? Ce sont 6 pays différents qui interviennent dans la fabrication de l'iPhone. Tu as bien évidemment donc la Chine, mais également Taïwan, puisqu'il s'agit des propriétaires des usines dans lesquelles l'iPhone est assemblé. Il faut bien évidemment compter avec les États-Unis, puisque c'est de là qu'est originaire la marque Apple. Mais il y a également donc des produits japonais, allemands et coréens. Passe à la question suivante, c'est-à-dire la question numéro 4, toujours sur le document, on change de document, on est sur le document numéro 2, pardon. Combien comptes-tu de métaux différents dans un smartphone? Tu comptes pas moins de 30 métaux différents dans un smartphone. Dans la batterie, par exemple, tu as du lithium ou de l'aluminium, mais tu as aussi, par exemple, dans la microélectronique, de l'or. Donc ce sont des métaux qui sont très différents. Il s'agit aussi bien de métaux précieux que de terres rares, légères ou lourdes, ou d'autres métaux communs ou des métaux rares qui sont utilisés. Question suivante, c'est la dernière. Question 5. De quel pays viennent les métaux utilisés? Tu as 7 pays qui sont représentés, le Pérou, le Chili, le Brésil, le Congo, le Rwanda, l'Australie et la Chine, c'est-à-dire des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, des pays d'Océanie, et donc un pays asiatique. Tous ces éléments-là te montrent bien effectivement que l'iPhone est un produit totalement mondialisé. Change de vignette pour noter la trace écrite qui est une trace écrite corrective. Pour produire son téléphone, l'entreprise utilise des métaux rares venant du monde entier. De même,
Les différents composants de la marque sont fabriqués partout dans le monde, en particulier en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Asie de l'Est. Le produit est enfin assemblé en Chine, dans les usines d'un groupe taïwanais. L'iPhone est donc un produit mondialisé. Change de vignette pour arriver à une carte qui te montre précisément quel est le parcours d'un iPhone. Cette vignette, donc, est un planisphère qui te montre quel est le trajet emprunté par un iPhone qui est produit en Chine et qui va, par exemple, être vendu dans un Apple Store, c'est-à-dire un magasin de la marque Apple, à New York, la capitale économique des États-Unis. Tu vois que dans la loupe qui est sur la carte, l'iPhone va d'abord quitter l'usine de Shenzhen où il est produit pour arriver jusqu'au port de Hong Kong. Il doit parcourir 30 km et va mettre à peu près 4 heures pour le faire en comptant le dépôt dans le camion et les transferts et notamment le passage de la frontière interne entre la Chine et Hong Kong. Une fois à Hong Kong, il prend un bateau. Ce bateau va mettre environ 15 jours pour faire la traversée de l'océan Pacifique. Il y a 11 700 km jusqu'à Los Angeles. À Los Angeles, c'est un transfert par train, un transfert donc ferroviaire qui va être fait jusqu'à Chicago. Cela représente 2800 km et ça prend à peu près 5 jours. Enfin, de Chicago jusqu'à New York, c'est un transport routier. Il y a 1275 km qui vont être effectués en 20 heures. Cela signifie donc qu'il a fallu quasiment 30 jours et près de 16 000 km pour arriver jusqu'à New York. Change de vignette pour arriver à la trace écrite que tu peux noter. Tous les composants sont transportés vers les usines par la voie maritime. Le produit final est exporté depuis les usines chinoises vers les marchés de vente par bateau. Un téléphone assemblé à Shenzhen et vendu à New York a ainsi parcouru près de 16 000 km, dont 11 500 par mer. Tu vas pouvoir changer de vignette pour arriver vers la vignette globale du grand B. En zoomant, tu peux arriver sur le titre que tu vas noter, Grand B, les navires de commerce. Change de vignette pour arriver sur une carte qui est un peu la copie conforme de la précédente, même s'il y a des éléments assez différents. Cette carte, elle te permet de voir que l'iPod, tu l'as vu, quand il part de Shenzhen pour arriver jusqu'aux États-Unis, il passe par l'océan Pacifique. Mais ça n'est pas la seule route commerciale empruntée, par exemple, par l'iPhone. En effet, l'iPhone, il va être vendu dans les principales zones de consommation. Ce sont celles qui apparaissent sur la carte en vert. Il s'agit bien évidemment de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Europe de l'Ouest, et aussi de l'Asie de l'Est et de l'Océanie. Tu te rends compte d'ailleurs que la Chine fait partie également des endroits où on consomme l'iPhone, mais également le Japon, ou donc plus au sud, l'Australie. Cela veut donc dire qu'il y a différentes parties du monde qui sont concernées par la consommation de ce téléphone. Et en l'occurrence, d'autres zones, elles, sont plutôt exclues, comme l'Afrique par exemple, ou l'Amérique du Sud. Tu vois en plus que pour fabriquer cet iPhone et le distribuer un peu partout, les routes commerciales empruntées par les bateaux passent parfois par des zones stratégiques. Le détroit de Malacca, au sud de Shenzhen. Tu as aussi au niveau de l'Afrique le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar. Ces routes commerciales, elles sont donc assez importantes et elles desservent donc des pôles qui sont les pôles les plus importants. C'est la première chose que l'exemple de l'iPhone permet de mettre en lumière et c'est ce que tu vas noter en changeant de diapositive. L'exemple de l'iPhone met en évidence deux éléments importants du commerce mondial. Premièrement, ce commerce concerne les zones de consommation les plus importantes, Asie de l'Est, Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. Passe à la diapositive suivante. Et vois cette image d'un bateau qu'on appelle un porte-conteneur. Ce bateau, qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, appartient à la compagnie française CMA-CGM. Il s'agit d'une compagnie d'armement de bateaux. Attention, quand on dit armement, rappelle-toi de ton premier chapitre d'histoire, il ne s'agit pas d'armes, on ne met pas des canons sur un bateau. On appelle l'armement d'un bateau son équipement. Cette compagnie d'armement, dont le siège social se situe à Marseille, équipe des bateaux qui servent essentiellement au commerce. En l'occurrence, tu as là donc un porte-conteneur, c'est-à-dire un bateau qui peut transporter des grosses boîtes qu'on appelle des conteneurs. En changeant de diapositive, tu peux voir un exemple pour t'imaginer la taille de ces bateaux. Sur le document que tu as l'exemple d'un autre navire de la CMA-CGM qui s'appelle le Jules Verne. Le Jules Verne fait 396 mètres de long. C'est absolument gigantesque. Cette image te montre justement le profil du Jules Verne, c'est ce que tu as en bleu foncé, par rapport à d'autres éléments de transport.
Tu as par exemple le plus grand paquebot du monde, le Queen Mary 2, qui apparaît en bleu un peu plus clair, le porte-avions Charles de Gaulle, qui mesure 261 mètres de long, qui apparaît également, un Airbus A380, un camion semi-remorque de 30 mètres et une voiture de 4 mètres. Tout cela te permet donc de voir à quel point un bateau comme le Jules Verne aujourd'hui est gigantesque, sachant que le Saint-Exupéry, que tu as vu en photo juste avant, fait 4 mètres de plus puisqu'il mesure pas moins de 400 mètres de long, c'est-à-dire, pour faire simple, l'équivalent de 4 terrains de football mis bout à bout. Ces bateaux sont donc absolument gigantesques et ils permettent de transporter un très grand nombre de boîtes qu'on appelle des conteneurs. Ces boîtes, elles font entre 6 et 12 mètres. Une boîte, donc, de 6 mètres, c'est ce qu'on appelle un conteneur EVP pour équivalent 20 pieds. Change de vignette pour arriver sur une courte vidéo qui est un reportage d'un journal de France 3 qui te montre comment le Saint-Exupéry, qui est le bateau dont tu as eu la photo précédemment, fait pour arriver dans un port qui est un des rares en France capables de l'accueillir. Il s'agit du port du Havre. Une fois que tu as vu ce court reportage, tu peux changer de diapositive pour noter la trace écrite. Te voici à la trace écrite, tu peux noter ceci. Ensuite, ce commerce est assuré essentiellement par des bateaux. Ils ont connu une augmentation constante de leur taille pour transporter le plus possible de conteneurs pour un coût peu élevé. Les plus gros porte-conteneurs transportent aujourd'hui jusqu'à 23 000 EVP, c'est-à-dire des conteneurs de 6,1 mètres de long. La conteneurisation est un des facteurs expliquant l'augmentation du trafic maritime mondial. Tu vas pouvoir changer de diapositive pour arriver sur l'ensemble du début du grand 2. Tu zoomes pour en noter le titre. Grand 2, les lieux privilégiés des échanges, les ports. Après avoir vu donc ce qui concerne le commerce dans son aspect pratique, c'est-à-dire le parcours des produits comme l'iPhone, et puis les bateaux qui sont utilisés pour réaliser ce commerce, tu vas maintenant t'intéresser aux lieux qui sont les lieux privilégiés des échanges, donc les ports. Tu as noté le titre du grand 2, tu peux changer de diapositive pour arriver au titre du grand A. Tu le notes également, grand A, étude de cas, le port de Rotterdam. Change de vignette pour arriver sur un plan du port. Le plan de Rotterdam, c'est donc un port qui se situe aux Pays-Bas, la Hollande. Ce port est situé à l'embouchure du Rhin, que tu aperçois en bleu, et c'est un port, tu le vois, qui s'est développé au fil des siècles en partant de la zone que tu rencontres en rouge, qui correspond au vieux port. Par la suite, le port s'est développé en allant le long de l'embouchure jusqu'à la mer. Tu peux voir ainsi qu'entre 1920 et 1940, le port a développé un premier terminal à conteneurs avant de développer donc un terminal pétrolier. Ensuite, dans les années 50 et 60, le port s'est à nouveau développé pour arriver jusqu'au début donc du 21e siècle à un port qui gagne du terrain, cette fois sur la mer. Ce sont les deux projets qui apparaissent complètement à gauche de l'image, qu'on appelle les projets Maasvlakte, qui datent des années 70 et qui, jusqu'en 2030, devraient permettre au port de gagner encore en territoire avec ce qu'on appelle des polders. Des polders, c'est une spécialité néerlandaise s'il en est. Il s'agit de gagner de l'espace sur la mer en comblant tout simplement la mer par des énormes blocs de béton ou des rochers sur lesquels on va construire des terminaux à conteneurs. En passant à la diapositive suivante, tu peux voir une image satellite de ce port de Rotterdam qui te montre comment, à partir de la ville que tu as complètement à droite, tu as eu un développement très important qui maintenant va donc même gagner sur la mer. Pour te donner une idée de ce que ça peut être, tu peux changer de vignette pour arriver justement à une image du port en lui-même, où là, tu peux voir donc comme des cuves qui sont des cuves blanches qui servent à récolter par exemple le pétrole qui est amené par des pétroliers. Ce port de Rotterdam est donc un des plus importants en Europe, si ce n'est, c'est même le plus important en Europe et un des plus importants du monde. Passe à la vignette suivante pour noter la trace écrite. Le port de Rotterdam est situé à l'embouchure du Rhin. Situé à quelques kilomètres de la côte, il s'est agrandi en direction de la mer. Il a même gagné de l'espace sur la mer, on parle de terre-plein ou de polder. Il accueille des transports de conteneurs, mais également des transports dits de vrac, c'est-à-dire directement dans des cales ou des réservoirs, le pétrole ou le gaz naturel. En changeant de vignette, tu vas revenir vers le port de Rotterdam
et le plan que tu as vu au départ. Ce que tu as vu au départ, c'est que le port s'est donc agrandi en allant vers la mer, en partant de la ville de Rotterdam et en allant vers l'embouchure extrême du Rhin, c'est-à-dire les projets Maasvlakte de Polder que nous avons déjà évoqués. Ce que tu dois avoir en tête aussi, c'est qu'un port s'organise assez souvent de la même façon. Dans le cas de Rotterdam, tu as d'abord la façade maritime, celle qui est située complètement à gauche, en bord de mer. Et puis, tu as ce qu'on appelle l'Interland. L'Interland, c'est ce que tu vas avoir en orange sur la carte, c'est-à-dire les zones urbaines vers lesquelles le port donc est dirigé. Et tu vois que le port est dirigé vers ces zones urbaines, par exemple depuis Maasvlakte, par des transports. Ce sont les voies ferrées, mais également les autoroutes. Or, aujourd'hui, ces transports, ce sont ceux qui reçoivent quasiment le plus d'investissement, c'est-à-dire d'argent. Les ports cherchent à se relier de façon très efficace aux nœuds de communication. Passe à la vignette suivante pour voir justement un document sur le port de Rotterdam en 2018 qui t'explique ceci. Je lis le document, suis-le avec moi. En 2018, Rotterdam a enregistré une croissance de 4,5% en tonnage à 149,1 millions de tonnes. En nombre de VP, c'est-à-dire des containers de 6,1 mètres, la hausse atteint 5,7% avec le chiffre record de 14,5 millions de conteneurs. Au total, le trafic s'affiche en hausse de 0,3% à 469 millions de tonnes de marchandises. Le premier port maritime européen connaît par ailleurs un haut niveau d'investissement. En hausse de 91% sur 2018, ils ont atteint 408,1 millions d'euros. Les plus gros montants ont été consacrés à 2 projets d'aménagement de liaison pour améliorer les acheminements de conteneurs maritimes. Le tronçon ferroviaire, c'est-à-dire le train dénommé Zeemdijktrace vers l'Interland, et le Container Exchange Route devant relier 5 terminaux de la zone Maasvlakte 2. Cela te permet de voir que les investissements aujourd'hui portent essentiellement sur la façon dont on peut relier les terminaux aux nœuds de communication. Ces nœuds de communication, ce n'est pas uniquement le train, ce n'est pas uniquement l'autoroute, ce sont plusieurs modes de transport qui se mettent en place et on appelle ça des plateformes multimodales. Passe à la vignette suivante pour noter la trace écrite. Le port domine une vaste zone industrielle située dans l'arrière-pays, l'Interland. L'avant-pays, la façade maritime et l'Interland sont desservis par différents moyens de transport, bateaux, trains, camions, avions. Le port est une plateforme multimodale. Passe à la vignette suivante qui te montre une carte. Cette carte, elle te montre ce qu'on appelle le Northern Range. Le Northern Range, il s'agit de l'ensemble des ports européens qui sont alignés entre la Manche et la mer du Nord. On part du Havre en France pour arriver à Hambourg en Allemagne. Au centre de ce Northern Range, tu as le port de Rotterdam qui est de très loin le premier port européen. La vignette suivante à laquelle tu peux passer te montre le top 20 au niveau mondial des ports conteneurisés. Tu as un classement qui part du bas avec le premier port mondial qui est Shanghai pour aller vers le haut et le port de Leam Chabang qui est le 20e du classement. Si tu regardes bien, parmi les premiers ports mondiaux, tu as uniquement des ports asiatiques. Il faut attendre d'arriver à Rotterdam, qui est 11e sur ce classement, pour pouvoir trouver un port en dehors de l'Asie. Juste avant, Dubaï est donc également un port asiatique. Et si tu regardes, Shanghai, Singapour, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Busan, Hong Kong, Qingdao, Tianjin sont des ports qui appartiennent essentiellement à 2 pays, la Chine et la Corée. L'Asie a donc un rôle absolument central aujourd'hui dans le transport des containers, mais même après Rotterdam, Port Kelang, Anvers, Tanjung, Xiamen, Kaohsiung, Dalian sont également des ports asiatiques. Los Angeles, Hambourg ou Long Beach arrivent relativement loin. Le port de Rotterdam, c'est donc une tête de pont pour le commerce en Europe. Il est donc classé parmi les plus grands ports mondiaux, et en Europe, tu le vois, avant Hambourg, c'est quasiment le seul. Tu peux donc changer de vignette pour noter la trace écrite suivante. Rotterdam fait partie du Northern Range. Il s'agit des ports situés au nord de l'Europe, du Havre en France jusqu'à Hambourg en Allemagne. C'est par ailleurs le premier port européen. Mais il se situe loin derrière les ports asiatiques. Le port cherche sans cesse à se développer pour répondre à cette concurrence mondiale. Tu peux changer de vignette pour arriver au plan global du Grand B.
Alors avant que tu puisses changer, explication. Tu ne vas évidemment pas reproduire chez toi ce croquis de synthèse qui concerne le port de Rotterdam. Mais je vais t'expliquer en quelques vignettes assez simples comment donc ce croquis aurait pu être réalisé en classe. Change de vignette. Note le titre tout de même, Grand B croquis de synthèse, le port de Rotterdam. Et voici tout d'abord le plan d'ensemble du croquis, puis la légende avant de passer à une vision globale. Change de vignette pour arriver au dessin. Le dessin est assez simple. Tu as en fait sur la partie gauche du dessin la façade maritime, c'est-à-dire la mer. Sur la partie droite, tu as la terre avec le port. Tu peux deviner que les axes qui partent sur la droite sont en fait les axes de transport. Les deux flèches que tu as dans la mer correspondent grosso modo aux échanges, ce qu'on appelle l'interface. Ce qui fait que tu as une légende qui s'organise comme suit. Tu as d'abord, sur la gauche de la légende, les aplats de couleurs qui vont correspondre d'abord au port, à la ZIP, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone industrialo-portuaire, et puis l'Interland et l'avant-pays, c'est-à-dire la façade maritime. La partie droite est consacrée, elle, aux axes de transport. Voici ce que ça donne quand tu passes en couleur. Change de vignette. Le schéma s'organise donc de façon relativement simple. Tu opposes la mer à la terre, c'est-à-dire l'avant-pays à l'arrière-pays, si tu préfères, l'Interland à la façade maritime. Le schéma, et donc plutôt le croquis que tu aurais eu donc dans ton cours, correspond à ce que tu as là sous les yeux. Tu peux changer de vignette pour passer à la dernière partie du cours, c'est-à-dire un grand 3. Tu en as la vision globale, zoom sur le titre que tu peux prendre en note, grand 3, les mers et les océans, enjeux écologiques et stratégiques. Change de vignette pour arriver au grand A, l'enjeu social et environnemental. Tu vas changer de vignette pour arriver sur une fiche qui est la fiche numéro 2, qui s'intitule « L'impact de l'exploitation de la mer au Sénégal ». Tu as deux documents et tu vas avoir des questions auxquelles tu réponds directement dans ton cahier. En coupant le son, tu pourras avoir après la correction. On passe donc à la correction des questions. La première question qui t'était posée était la suivante. Quelle activité dans la construction du port risque de faire de gros dégâts ? La réponse se trouve donc dans le document 1, il s'agit de ce qu'on appelle le dragage. Le dragage, c'est l'opération qui consiste à creuser le fond, par exemple d'une mer ou d'un océan, pour pouvoir accueillir des bateaux plus importants. Bien évidemment, en creusant, on remue les fonds marins, on les détruit donc, et en plus, bien évidemment, on met à mal la faune et la flore qui s'y trouvent. Question 2, sur le document 1 toujours, que sont désormais obligés de faire les pêcheurs de la zone de Bargny ? Les pêcheurs de la zone de Bargny, ils sont obligés désormais, à cause du port qui s'y est construit, de se rendre jusqu'en Gambie pour pouvoir trouver du poisson. Question numéro 3, document numéro 1. D'après le texte, qu'est-ce qui nuit à la biodiversité ? Eh bien, ce qui nuit à la biodiversité, tu trouves la réponse dans la dernière partie du texte, c'est le trafic incessant des bateaux et d'autres engins de transport marin, le bruit également des machines, qui n'est pas négligeable, mais aussi les pollutions liées aux huiles de moteur ou au carburant. Question 4, document 2. Que produisent les usines de la côte sénégalaise ? Ces usines chinoises, coréennes ou russes, elles produisent, à partir de poissons, des farines animales qui sont destinées à l'aquaculture et à l'élevage, que ce soit l'élevage piscicole, c'est-à-dire les poissons, mais aussi l'élevage plus classique, que ce soit en Asie ou en Europe. Question numéro 5 sur le document 2. Quelles conséquences concrètes cela a-t-il pour la population locale ? La conséquence concrète pour la population locale, c'est l'augmentation du prix du poisson. Et question 6, en lien avec ça, sur le document 2 toujours, qu'est-ce qui est désormais en jeu pour les populations ? Ce qui est en jeu pour les populations, c'est bien la sécurité alimentaire. Pour les populations sénégalaises, la plupart des apports en protéines animales proviennent de la mer. Si les produits de la mer sont essentiellement captés par ces usines qui produisent des farines à destination de l'Europe et de l'Asie, eh bien forcément, la sécurité alimentaire des gens est en jeu. Une fois que tu as corrigé, tu peux passer à la vignette suivante pour noter la trace écrite corrective. La préservation des mers et des océans est un défi très important. Aujourd'hui, ces espaces représentent 97% de l'eau présente sur Terre. Or, les mers et les océans sont de plus en plus exploités. La surpêche, notamment, fragilise les espèces de poissons. Les zones littorales sont aussi de plus en plus exploitées. Au Sénégal, cela met en danger l'équilibre alimentaire de populations qui vivent du poisson et doivent aller en chercher de plus en plus loin.
Passe à la vignette suivante, qui est une infographie de l'AFP, l'agence France Presse. Cette infographie, elle te parle de quelque chose qui est un peu différent, qui concerne cette fois non pas la surexploitation de la ressource en poisson, mais de la pollution, et notamment de la pollution plastique. On parle en effet depuis quelques années dans l'océan Pacifique, entre le Japon, l'Indonésie, la Papouasie, les États-Unis et le Mexique, de ce qu'on appellerait un continent de plastique présent dans le Pacifique. Ce continent de plastique est donc lié aux consommations rejetées par les populations dans les océans. Ces plaques de déchets flottants sont situées entre le Pacifique Est, vers les États-Unis, et le Pacifique Ouest, donc vers l'Asie, en particulier le Japon. Les courants marins, que tu vois apparaître en flèche jaune sur la carte, par leur activité, font que le plastique s'agrège en espèces de gigantesques plaques qui forment donc ce qu'on appelle parfois le septième continent. Le septième continent, c'est donc cette espèce d'agglomération absolument gigantesque de plastique et avec des particules parfois inférieures à 5 mm qui donc forment des espèces d'amas qui sont d'ailleurs très souvent ingérées par les espèces animales. Aujourd'hui, on estime que plus de 250 espèces animales ont ingéré, c'est-à-dire ont mangé des matières plastiques. Pour te donner un ordre d'idée des rejets justement liés à ce plastique, chaque année aux États-Unis, 35 milliards de bouteilles en plastique sont jetées. De la même façon, chaque année dans le monde, ce sont 500 milliards de sacs en plastique qui sont utilisés et qui donc à un moment donné sont jetés. Ce qui signifie aussi que ces plastiques, notamment les plastiques dits à usage unique, que nous utilisons nous aussi, comme les pailles ou les cotons-tiges, se retrouvent très fréquemment rejetés dans la mer et vont donc s'agglomérer pour former ce qu'on appelle ces continents plastiques qui vont polluer énormément les océans. La pollution qu'on trouve dans les océans, effectivement, elle vient essentiellement donc des continents, à 80%. Le reste est une pollution qui est liée, par exemple, au rejet des bateaux, mais elle est finalement faible au vu des rejets, notamment liés aux matières plastiques. Tu peux changer de vignette pour noter une trace écrite sur le sujet. Mais l'enjeu majeur concerne la pollution des mers et océans. La pollution est continentale à 80%. Cela signifie que la majeure partie de la pollution provient des terres. Elle s'illustre aujourd'hui en particulier par la gestion des déchets plastiques et l'apparition de ce qui est parfois nommé le continent plastique. Tu peux changer de vignette pour arriver sur la dernière partie du cours, c'est le grand B, tu peux zoomer sur le titre pour le noter. Grand B, les enjeux stratégiques. Une fois que tu as noté le titre, tu peux changer de vignette pour arriver sur un schéma qui te montre une côte, qui pourrait être celle de n'importe quel pays. Tu as plusieurs zones qui apparaissent, il y en a 4 exactement. À 0, tu arrives en bord de mer. À 12 000, tu as le numéro 1, c'est la zone côtière. De 12 000 à 200 000, les 1000 correspondent à des unités de mesure marine, tu as ce qu'on appelle les zones économiques exclusives. Il s'agit de zones que les États peuvent exploiter directement. Ils peuvent exploiter plusieurs choses, d'abord les ressources marines par exemple comme les poissons, mais aussi les ressources sous-marines. On trouve parfois des hydrocarbures, pétrole ou gaz, dans les fonds marins. La zone 3 correspond à ce qu'on appelle l'extension du plateau continental et forme avec la zone 4 les eaux internationales. Pour te donner un ordre d'idée, tu peux changer de vignette pour arriver à une carte du monde. Cette carte du monde te représente justement par des aplats de couleurs ce qu'on appelle les zones économiques exclusives. En regardant ce que tu as en bleu sur la carte, tu as les zones marines qui forment les eaux internationales. Toutes les autres, qui sont des zones en couleur, sont des zones économiques exclusives qui sont exploitées par les différents pays du monde, notamment pour la pêche ou la recherche d'hydrocarbures sous-marins. Ce que tu vas voir ensuite, c'est que certains pays ont des zones exclusives économiques qui sont très importantes. C'est le cas notamment, change de vignette, de la France. Le planisphère suivant te montre que la France possède, par ses territoires d'outre-mer, des zones économiques exclusives un peu partout dans le monde. Elle en a dans la zone Pacifique en particulier, mais aussi dans la zone Caraïbe, par exemple, avec la Guyane ou les îles de Martinique, Guadeloupe ou de la Guadeloupe, et puis également dans l'océan Indien. La France est donc de ce point de vue-là une grande puissance. Ce qui montre que les zones économiques exclusives, les ZEE, sont des enjeux stratégiques pour les États et ce sont des instruments de puissance. Tu peux le noter d'ailleurs.
Change de vignette pour arriver à la trace écrite. Les mers et les océans sont l'objet de tensions entre États. S'il peut parfois s'agir de problèmes liés aux ressources en poissons, les questions liées à l'exploitation des hydrocarbures sont aussi présentes. Les ZEE, pour Zone économique exclusive, définies en 1982 par la Convention de Montego Bay, définissent les zones dans lesquelles les États peuvent exploiter les ressources marines. Change de diapositive pour arriver vers un document qui va t'amener ensuite vers la dernière trace écrite du cours. Ce document concerne le développement rapide de la marine chinoise. Je fais la lecture du texte, suis-le avec moi. Encore cantonnée au rôle de puissance purement régionale dans les années 2000, la marine chinoise se déploie désormais dans le monde entier, de l'ensemble du Pacifique à l'Atlantique, en passant par l'océan Indien, la Méditerranée et jusqu'en Baltique, où un groupe naval chinois s'est rendu l'an dernier, pendant qu'un autre croisait dans le bassin méditerranéen, puis vers l'Afrique de l'Ouest. Et la Chine, qui est en train de construire son premier brise-glace à propulsion nucléaire, s'intéresse aussi aux zones polaires considérées comme stratégiques. Jamais, depuis la rivalité russo-américaine des grandes heures de la guerre froide, un pays n'a construit des bateaux de guerre à un tel rythme. Pour mesurer l'ampleur de cette croissance, on reverra les propos de l'amiral Prazuc, chef d'état-major de la flotte française, qui soulignait au printemps dernier, devant la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat, que la Chine avait construit en 4 ans l'équivalent de la marine nationale, et même en réalité un peu plus, son tonnage ayant augmenté de 350 000 tonnes entre 2015 et 2018. Ce document te montre en fait que la marine chinoise cherche à se développer de façon très importante. Cela te permet de voir que les mers deviennent, pour des grandes puissances économiques, des enjeux militaires et stratégiques, là aussi très importantes. Par exemple, on te parle du brise-glace à propulsion nucléaire que la Chine essaye de développer. En effet, le réchauffement climatique a amené à la création, ou en tout cas à l'amélioration d'une route passant par le nord de la Russie et qui permet d'économiser beaucoup de temps dans un trajet allant par exemple de l'Europe à l'Asie. La fonte des glaces un peu plus chaque année dans cette zone permet le passage de bateaux. Néanmoins, ces bateaux doivent être adaptés à des températures encore relativement froides. Eh bien, ces enjeux de route commerciale sont des enjeux qui concernent bien évidemment les mers et les océans et les pays limitrophes et peuvent faire l'objet de tensions. Passe à la dernière vignette du cours que tu peux noter. Aujourd'hui, la mer peut être un enjeu stratégique important. Ainsi, la puissance chinoise cherche à développer une flotte de guerre lui permettant de dominer la mer de Chine et une partie du Pacifique. Elle lorgne également vers le passage du Nord-Est qui se développe à la faveur du réchauffement climatique et permet un gain de temps jusqu'à 40% lors de voyages entre l'Europe et l'Asie. Puis on termine avec ce cours.